Louis-Philippe Lampron est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval. Chercheur régulier au sein du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie et co-porte-parole du groupe d'études en droits et libertés de la Faculté de droit de l'Université Laval. Ses intérêts de recherche portent en général sur la protection des droits humains au Canada et au niveau international. Au cours des dernières années, le professeur Lampron s'est particulièrement intéressé aux enjeux juridiques de la gestion du pluralisme culturel et religieux, sujet à propos duquel il a publié plusieurs articles, ainsi que l'ouvrage « La hiérarchie des droits, convictions religieuses et droits fondamentaux ». La raison pour laquelle on a invité Dr Lampron aujourd'hui, c'est que notamment, c'est un grand spécialiste de la liberté d'expression. Et comme vous le savez, beaucoup des groupes d'extrême droite revendiquent donc la liberté d'expression. Donc aujourd'hui, M. Lampron va nous expliquer jusqu'où peut aller cette liberté d'expression, c'est-à-dire où elle commence et où elle s'arrête. M. Lampron. Bien, merci. Merci au Céphir. Merci. Bien, bonjour tout le monde d'abord. Merci donc à Martin Geoffroy, Louis Audet-Gosselin pour l'organisation du colloque, pour l'invitation à m'adresser à vous aujourd'hui. Donc oui, bon, vaste présentation, là, où est-ce que la liberté d'expression s'arrête, où est-ce qu'elle finit. Si c'est à ça que vous vous attendez, vous allez être amèrement déçus, puisque, oui, ben voilà, je suis désolé. En droits fondamentaux, il y a beaucoup de gris, hein, il y a beaucoup de zones grises. Bon. Maintenant, il y a des choses qui sont très, très claires. Il y a des limites générales, il y a des principes généraux qu'il faut garder en tête quand on veut se revendiquer de la liberté d'expression, en fait. Et c'est pour ça que, faisant référence à une campagne qui avait eu cours, parce que moi, je viens de Québec, voilà, et donc au début des années 2000, hein, avec Choix Radio X, Jeff Fillion, son premier passage à Choix Radio X, il y avait eu cette fameuse campagne, là, Liberté, j'écris ton nom partout. On pourrait parler de liberté avec un accent circonflexe, là, parce qu'à mon sens, elle était très, très mal comprise, cette liberté d'expression-là. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on parle des droits fondamentaux de la personne, quand on parle de la Charte canadienne, de la Charte québécoise, les droits fondamentaux, il faut les interpréter comme un tout. La liberté d'expression, comme tous les autres droits fondamentaux, si on les interprète individuellement et qu'on fait abstraction des autres garanties qui se trouvent à l'intérieur des textes au niveau international comme au niveau canadien, c'est très, très facile d'instrumentaliser un droit fondamental et de lui faire dire tout et n'importe quoi. Bon. À la lumière de ça, donc, la liberté d'expression, bien, elle permet beaucoup de choses. C'est un socle de la démocratie, bien sûr. Les régimes démocratiques se définissent par l'espace qu'on laisse aux droits des individus et des groupes de critiquer les institutions de pouvoir, c'est très, très clair. Il y a des corollaires de la liberté d'expression qui sont tout aussi fondamentaux. La liberté de la presse, par exemple, parce que pour être capable de prendre des décisions démocratiques, bien sûr, encore faut-il qu'on soit capable d'obtenir des informations crédibles et indépendantes sur la base desquelles on va être capable de les prendre, nos décisions. Parce que moi, si on me convainc, par exemple, je ne sais pas, moi, que Justin Trudeau est un suppôt de Satan, bien, la conclusion logique, c'est évidemment de ne pas voter pour Justin Trudeau. Donc, je caricature, mais quand même, il faut qu'on soit capable d'avoir des informations pour être capable de savoir si nos institutions fonctionnent comme on souhaite qu'elles fonctionnent et si elles représentent vraiment tous les citoyens. On a besoin de garanties pour ça, on a besoin d'institutions pour ça. Voilà. Alors, l'objectif de ma conférence d'aujourd'hui, évidemment, on va parler de droit un petit peu, mais je vais m'arranger pour que ce ne soit pas somnifère. Si jamais allez-y vraiment de manière ostentatoire. Là, si vous vous endormez, endormez-vous carrément. Je vais comprendre qu'il faut que je fasse quelques blagues ou quelque chose comme ça. OK. Alors, pour qu'on soit capable donc de ne pas invoquer la liberté d'expression à tort et à travers, parce qu'on peut vraiment le faire et on le fait souvent, on le fait fréquemment, il faut garder en tête que, comme je le disais, il y a plusieurs droits fondamentaux qui sont garantis de manière supralégislative. Bon, il y a la liberté d'expression, mais il y a également des limites qui sont largement reconnues dans toutes les démocraties à la liberté d'expression. La liberté d'expression, comme tous les autres droits fondamentaux, n'est pas absolue. Et donc, souvent, les limites qu'on a reconnues de manière générale, de manière large à la liberté d'expression, bien, se fondent sur le respect d'autres droits fondamentaux. Hein? Il y a un principe très clair en droit en général, mais même en droits et libertés de la personne. La liberté des uns se termine là où la liberté des autres commence, où les droits des autres commencent. Et donc, c'est un principe que je voudrais faire ressortir dans la conférence d'aujourd'hui. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire un tour d'horizon de ces grandes limites-là, ensuite en regardant quels sont les écueils potentiels de ces limites-là. Parce que toute forme de limite à la liberté d'expression, le fait de reconnaître une personne coupable d'un délit d'expression dans une société démocratique, de prime abord, il faut que ça fasse allumer une lumière rouge, en fait, et se faire demander, il faut qu'on se demande s'il n'y a pas une censure, hein, si des institutions de pouvoir n'essaient pas de censurer une critique légitime qui doit avoir sa place dans une société libre et démocratique, bien sûr. Mais au-delà de ça, pour qu'on sache si on se trouve devant un cas de censure, encore faut-il garder en tête ces trois grands principes-là dont on va parler ici. Mais
pour que je sois capable d'être intelligible, il faut malheureusement pour vous que je fasse un court rappel, il va être très très court sur la structure, comment ça fonctionne les chartes des droits et libertés, comment ça fonctionne un raisonnement propre aux chartes. Si vous avez l'impression qu'un de vos droits fondamentaux a été brimé, comment est-ce que vous pouvez faire pour justement contester la décision qui a été prise par votre employeur ou encore par l'État, le gouvernement ou même contester une loi. Bon, alors première étape, donc, petit cours de Charte 101, c'est toujours un raisonnement en 2 étapes. D'une part, vous devez faire valoir que votre droit fondamental a été brimé, parce que, évidemment, quand on parle de droits et libertés de la personne, le diable est dans les détails. Moi, une fois que j'ai dit que je protégeais la liberté d'expression en tant qu'institution ou en tant qu'État, j'ai absolument rien dit. Hein? C'est vraiment dans la manière que je vais interpréter ce droit fondamental-là que je vais être capable de savoir si je la protège véritablement ou si j'ai trouvé tout plein de tours de passe-passe pour la vider carrément de sa substance. Bon, d'une part. Alors, il faut que vous fassiez la preuve que vous avez subi une atteinte à votre droit fondamental. Liberté d'expression ici, c'est de ça qu'on parle. Mais ensuite, il faut garder en tête que l'État peut justifier cette violation à votre droit fondamental. Il peut faire valoir des motifs supérieurs, en fait, des motifs fondés sur l'intérêt collectif, qui fait en sorte, grosso modo, ce qu'on va dire, c'est oui, il y a une atteinte à un droit fondamental, mais elle se justifie, cette violation-là, en raison de motifs supérieurs dans une société libre et démocratique. Parce que les droits fondamentaux, on se rappelle, là, hein, la refonte du pacte démocratique post-Deuxième Guerre mondiale, ça découle d'une prise de conscience bien claire. On a, en Allemagne notamment, on a procédé à l'élection démocratique d'un gouvernement qui s'est ramassé ensuite à être une des pires dictatures, qui a mené à un des pires génocides de l'histoire de l'humanité. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, après la découverte donc des horreurs des camps de concentration, on va s'entendre collectivement sur un socle qu'il ne sera plus possible de dépasser, en fait, même si on est appuyé par une majorité de la population. Donc, c'est ça les droits fondamentaux qui ressortent de la réforme du pacte démocratique, de la Déclaration universelle des droits. Bon. Maintenant, première étape, comment est-ce qu'on a défini la liberté d'expression? C'est quoi une activité expressive qui est protégée? Vous voulez invoquer votre liberté d'expression, là? Vous voulez faire la preuve que vous avez subi une atteinte à votre liberté d'expression? Qu'est-ce que vous devez faire valoir? Comment on a défini une activité expressive? Vous serez heureux d'apprendre qu'elle a été très largement définie. En fait, de manière purement subjective. Ça dépend uniquement de l'intention de l'émetteur. À partir du moment où l'acte que vous posez, la danse que vous faites, la roche que vous lancez, que sais-je encore, ça a pour objectif de transmettre un message, c'est une activité expressive et vous pouvez revendiquer l'exercice de la liberté d'expression à la première étape, là, d'accord? Alors, on se base vraiment sur l'intention de l'émetteur. Est-ce que vous avez l'intention de transmettre un message? On n'en a vraiment rien à faire qu'une personne ait été en mesure d'entendre votre message ou de le comprendre. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que vous, en posant votre acte, en diffusant vos informations, en prononçant votre discours, vous aviez l'intention de transmettre un message. Donc ça, c'est la définition très large de la liberté d'expression. Bon. Maintenant, les 3 grandes limites qui ont été reconnues, qui sont reconnues en droit canadien et québécois et qui sont reconnues largement à travers le monde par ailleurs, il y en a 3. D'une part, la violence physique ou l'incitation à la violence physique ou les menaces de violence physique. Ça, en droit canadien, ce n'est pas protégé par la liberté d'expression. Donc, ce n'est même pas une question de se demander si oui, autrement formulé, là, on revient à la définition antérieure, si je suis très en colère contre une personne ou que je ne l'aime pas, je ne peux pas lui communiquer ça en le frappant d'en face. Ça ne se peut pas. C'est-à-dire que je peux le faire, mais je vais être poursuivi, puis là, je ne peux pas invoquer ma liberté d'expression. Vous me suivez? Ça, c'est ce qu'on appelle carrément une limite intrinsèque à la liberté d'expression. La Cour vient dire, écoutez, ça, c'est pas protégé par la liberté d'expression. Ce n'est pas une activité expressive protégée en droit canadien et québécois. Je ne peux pas menacer une personne non plus de m'en prendre à elle physiquement. Je ne peux pas inciter d'autres personnes à s'en prendre à une personne physiquement, finalement. Alors, la question de la violence physique ou de l'incitation à la violence physique, là, c'est carrément pas protégé par la liberté d'expression. OK? Ça, c'est très, très clair. C'est la limite qui est la plus claire. 2 autres limites, et là, ça concerne davantage les propos. La question de la diffamation, hein, qui concerne les propos qui visent une personne ou un groupe de personnes qu'on peut identifier, ou la propagande haineuse, qui concerne des catégories de personnes, hein, des propos qui concernent, par exemple, les membres d'une religion en particulier, les membres d'un groupe racial, sexuel, fondé sur l'orientation sexuelle ou que sais-je encore. Donc, des propos qui concernent une catégorie de personnes, certains d'entre eux peuvent être sanctionnés, et ça de manière conforme avec la liberté d'expression. OK? Donc, la distinction, elle est très importante. La diffamation, le cœur des dispositions qui interdisent de manière civile ou encore criminelle la diffamation en droit canadien, bien, essentiellement, ça vise à protéger un droit fondamental qui est le droit à l'honneur et à la réputation.
D'accord? Alors, vous ne pouvez pas, au nom de votre liberté d'expression, salir injustement, si ce n'est pas fondé, une autre personne. Vous ne pouvez pas vous en prendre de manière complètement déraisonnable à une autre personne sur la place publique. Cette personne-là, en exerçant un autre droit fondamental, pourrait tout à fait vous poursuivre et donc vous pourriez être condamné à payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Vous me suivez? Donc, il faut garder en tête que la liberté d'expression ne permet pas de porter préjudice à une autre personne de manière injustifiée. Ça a été considéré comme une limite raisonnable à la liberté d'expression en droit québécois et canadien. D'accord? Maintenant, la question de la propagande haineuse. Ça, c'est des questions qui concernent des propos racistes, des propos notamment qui viseraient une religion en particulier. Il y a des dispositions dans le Code criminel actuellement en droit canadien, et ça a été reconnu également comme étant une limite raisonnable à la liberté d'expression, en autant, et là les critères qui ont été établis par la Cour suprême sont extrêmement sévères, que les propos qui concernent un groupe de personnes atteignent le degré de sévérité nécessaire pour presque équivaloir à un appel à la violence envers ce groupe de personnes-là. Alors, pour le pire et pour le meilleur, là, en droit québécois et canadien, les blagues racistes, les propos xénophobes, la Cour suprême va même jusqu'à dire que des propos qui concernent les homosexuels, les membres des minorités religieuses, que sais-je encore, donc les groupes qui sont protégés et définis par le droit à l'égalité, qui sont dégradants, qui portent atteinte à leur dignité, c'est pas suffisant pour équivaloir à de la propagande haineuse. Et la Cour suprême, dans l'arrêt Watcott, est allée jusqu'à invalider une portion d'une disposition législative en Saskatchewan qui venait justement sanctionner, permettre à la commission saskatchewanaise, si tant est que c'est un mot, c'est un adjectif, saskatchewanais, oui, voilà, des droits de la personne, de poursuivre une personne parce qu'elle tenait des propos qui portaient atteinte à la dignité d'un groupe visé. Donc, il faut vraiment qu'on reste à l'intérieur des standards très sévères qui ont été établis par la Cour suprême pour qu'on puisse être valablement sanctionné en droit canadien si on tient des propos qui concernent une catégorie de personnes en général. D'accord? Maintenant qu'on a dit ça, combien de temps me reste-t-il? 15 minutes. Il me reste 15 minutes? 10 minutes. 10 minutes, très bien. Mon Dieu, je parle vite, c'est formidable. On aura plus de questions plus de temps pour la séance de questions, peut-être. Bon, ces limites à la liberté d'expression. Les grandes limites à la liberté d'expression, elles sont quand même de nature à poser des questions. La liberté d'expression, je l'ai dit encore une fois, c'est le socle des démocraties. Il faut qu'on soit capable de la protéger largement. Il faut s'assurer, donc, pour être capable de mettre en œuvre valablement la liberté d'expression, qu'on ne censure pas injustement, je le disais d'entrée de jeu, des critiques qui sont fondées à l'intérieur d'une société libre et démocratique. Ces critiques-là, quand on revient à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada notamment, la Cour suprême a défini 3 valeurs qui sont au cœur de la liberté d'expression. Les 3 valeurs sont la recherche de la vérité, la participation au processus démocratique et également l'épanouissement personnel. Bon, évidemment, l'épanouissement personnel, le problème en droit, c'est que ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, mais les 2 premières valeurs vraiment vont servir vraiment de baromètre pour être capable de connaître le degré d'intensité des différentes activités expressives. Étant entendu que plus une activité se rapproche de ces 2 valeurs-là, plus une de ces activités-là va contribuer justement au dialogue qui structure les sociétés démocratiques, à la recherche de la vérité, à la participation au processus démocratique, et plus la Cour suprême va affirmer que ce sont des activités qui méritent un haut degré de considération, un haut degré de protection à l'intérieur donc du très large éventail d'activités expressives qu'on doit protéger en vertu de la liberté d'expression. Alors, on a vu là qu'il y avait 3 droits fondamentaux et tout est une question d'équilibre. Quand on parle du principe de non-hiérarchie entre les droits fondamentaux, c'est justement pour rappeler qu'une interprétation valable des droits fondamentaux de la personne, ça implique la prise en considération de la raison pour laquelle on a mis en place ces instruments-là supralégislatifs, également de toutes les garanties qu'on trouve à l'intérieur des textes qui protègent les droits et libertés de la personne. Bon. Alors, c'est toujours une question d'équilibre et les grandes limites, il faut toujours garder en tête, et c'est pour ça que dans mon résumé, je vous disais qu'il faut toujours faire très attention, il faut qu'on porte une scrupuleuse attention aux décisions qui concernent ces grandes limites-là. La diffamation
peut être instrumentalisée. La propagande haineuse pourrait être instrumentalisée également si tant est qu'on lui donne une portée tellement large que ça va faire en sorte d'empêcher des gens de critiquer des institutions de pouvoir sur la place publique, en fait. Ça, c'est très, très clair et c'est très important de garder ça en tête. On a quelques exemples là, auxquels on pourrait faire référence. Vous avez peut-être vu passer sur la question de la diffamation, là. Et tout est dans la manière de rendre les décisions, dans la manière justement de se fonder sur ce fameux droit à l'honneur et à la réputation pour venir essayer de faire taire une personne. Ça peut être très dangereux. On a vu le cas d'Alain Deneau avec le cas problématique de son livre Noir Canada, avec Éco-Société. Donc, toute la question des poursuites bâillons, ça part d'un principe qui est tout à fait valable en droits et libertés fondamentaux, cet équilibre-là en deux droits. Et là, dans un contexte où c'est un géant qui veut carrément faire taire, qui se sert de sa machine, qui se sert de son argent pour carrément écraser une contestation, en fait, mais se fonde quand même sur le principe en disant « Moi, je suis un géant peut-être, mais j'ai le droit, autant que d'autres, de voir ma réputation et mon honneur protégés. » Mais parfois, on peut carrément instrumentaliser le droit à l'honneur et à la réputation pour faire disparaître une critique qui ne nous convient pas. La caricature, c'est la même chose. On a vu récemment passer, moi ça m'a particulièrement inquiété par ailleurs, je pense que c'était dans la presse ou sur Radio-Canada, le fait que l'Université de Montréal, le recteur et l'administration de l'Université de Montréal tentait d'empêcher la publication de caricatures par une association syndicale étudiante où on représentait le recteur breton, Guy Breton en fait. Bon, je ne me souviens même pas du nom de la série, c'est Gilligan Island en anglais. Oh, oui. Et donc, on le représentait avec un chapeau de Gilligan en se demandant s'il y avait un capitaine dans le bateau de l'université. Donc, encore une fois, les égos froissés, la sensibilité des gens, il faut garder ça en tête aussi, n'est pas un baromètre suffisant pour qu'on soit capable de remettre en cause la capacité des individus de critiquer une institution de pouvoir ou une personnalité de pouvoir. D'accord? Alors, un enjeu comme celui-là, quand on met en place, quand on regarde la jurisprudence concernant les dispositions qui interdisent de manière criminelle ou de manière civile la diffamation, il ne faudrait pas permettre de remettre en cause la capacité qu'on a de critiquer et de caricaturer, même de manière virulente, les représentants des grandes institutions de pouvoir. Alors moi, cette approche-là, on avait vu également le ministre de la Santé Barrette qui avait fait une sortie où il laissait entendre qu'il était intimidé par des journalistes à l'époque où il y avait un surplus de poids plus important, parce qu'on le représentait justement en caricaturant et en exagérant ses traits. Écoutez, malheureusement, on ne peut pas parler d'intimidation ici. Il faut garder en tête où on en est. Et ça fait partie d'une liberté d'expression, et c'est reconnu en droit canadien, le droit de remettre en cause, de caricaturer et de critiquer de manière virulente les représentants des grandes institutions de pouvoir. Bon. Je terminerai sur une dernière chose. Quand on parle des chartes des droits et libertés, là, il faut garder en tête également qu'est-ce qu'il y a derrière les chartes des droits et libertés, puis pourquoi on les a adoptées, ces chartes-là. Encore une fois, je revenais à ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, non pas les Deuxième Guerre mondiale. Une, c'était suffisant. Et donc, c'est de s'assurer que les groupes minoritaires, mais les groupes dissidents, soient protégés des abus potentiels de la majorité. C'est ce qui est au cœur des droits et libertés de la personne et c'est ce qui gouverne l'interprétation de chacune des dispositions, justement, qui peuvent être invoquées pour contester une loi, contester toute décision gouvernementale. Et en droit québécois, on a un ovni également, là, la Charte québécoise des droits et libertés, qui peut être invoquée pour remettre en cause des décisions qui sont prises par des institutions de pouvoir privées, des employeurs privés. Hein? La Charte des droits et libertés s'applique autant en domaine privé qu'en domaine public. Bon. Alors, ce principe-là, il est cardinal dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Il est cardinal dans l'interprétation de la liberté d'expression. Et donc, oui, bien sûr, il faut garder en tête là, le mot de Chomsky en disant si vous êtes pour la liberté d'expression, vous êtes en faveur d'un discours avec lequel vous êtes profondément en désaccord, voire qui vous dégoûte. Bien sûr, c'est au cœur de la liberté d'expression, mais il faut également moduler ce principe-là avec ce principe cardinal-là qui vise à s'assurer que les groupes minoritaires ou désavantagés dans une société donnée soient protégés des abus potentiels de la majorité. C'est ce qui est au cœur des Chartes des droits. C'est la raison pour laquelle, au niveau international, on a procédé à une codification des droits et libertés de la personne et qu'on a ensuite constitutionnalisé ces textes-là en droit canadien. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci.
Bon, alors, juste pour vous informer que vu qu'on est en retard un peu sur l'horaire, on va faire une période de questions, M. Lampron, mais on ne va pas prendre de pause café ensuite. On va passer tout de suite à la session suivante qui était prévue pour débuter à 14 heures. Donc, première question, s'il vous plaît, Oui. au micro. Moi aussi, c'est au sujet. Vous m'entendez bien? OK. Très bien. Alors, c'est au sujet de ce que vous disiez tantôt, en parlant de propos racistes qui viseraient une religion en particulier. Alors, moi, ça m'a donné à penser de poser cette question-ci, tout simplement. Oui. La religion est-elle une race? Non, la religion n'est pas une race, mais je me suis sans doute mal exprimé. Il faut garder en tête que quand vous regardez le droit à l'égalité, comment c'est structuré en fait là, dans les textes internationaux, il y a des caractéristiques personnelles en fait, sur la base desquelles on ne peut pas discriminer une personne. C'est ça l'idée de discrimination. C'est-à-dire que comment on protège le droit à l'égalité en droit canadien et au niveau international, c'est en interdisant la discrimination. Puis c'est quoi la discrimination? C'est de faire une distinction sur la base d'une caractéristique personnelle qui n'a rien à voir avec la compétence, par exemple. Donc, il faut garder en tête, par exemple, pourquoi est-ce qu'on interdit la discrimination sur le lieu de travail? Bien, c'est pour assurer à tout le monde une égalité des chances, puis s'assurer que parce que vous êtes une femme, parce que vous faites partie d'une minorité religieuse, parce que vous faites partie d'une minorité racialisée, c'est pas pour ça que vous n'aurez pas l'emploi, mais c'est uniquement parce que on va vous évaluer à égalité au niveau de la compétence avec les autres. Alors, la religion n'est bien sûr pas une race, mais la religion fait partie des caractéristiques personnelles sur la base desquelles il n'est pas permis de faire des distinctions, en fait, à moins qu'on ait une raison suffisante et objective de le faire. D'accord. Mais on peut la remettre en question, cette religion. Bien, c'est-à-dire que c'est... Non, mais ça, c'est Quand quelqu'un la remet en question, il ne s'agit pas de racisme, il s'agit d'un questionnement. Vous avez absolument Donc, raison. Mais souvent, dans notre société, le problème, c'est que on est souvent taxé de racisme parce qu'on remet en question une certaine religion qui se répand de plus en plus. C'est ça. Même vous, tantôt, peut-être probablement sans faire exprès, vous avez encore fait cette espèce d'amalgame. Mais c'est-à-dire que là où je vous suis entièrement, c'est que la liberté d'expression doit permettre de critiquer les institutions de pouvoir. Toutes les religions sont des institutions de pouvoir, quelles qu'elles soient. Bon. Maintenant, l'interdiction de discriminer des individus sur la base de leurs convictions religieuses, ça, c'est carrément autre chose, en fait. Là, on vise des individus comme tels. Et là, il faut se tourner vers la littérature puis garder en tête notamment que dans toutes les démocraties occidentales en ce moment, bien, les membres des minorités religieuses, quelles qu'elles soient, elles subissent des désavantages actuellement. Et donc, il y a des amalgames qui sont faits en ce moment entre l'origine, peut-être, on va parler de l'islam, parce que c'est à ça que vous faites référence, l'origine maghrébine des individus et la religion musulmane. Et ça, il faut en tenir compte quand on prend en considération, là, justement, puis qu'on veut mettre en place des politiques publiques pour s'assurer que tout le monde ait une égalité des chances. On ne peut pas se cacher la tête dans le sable et regarder les données probantes qui démontrent que si vous avez un nom à consonance maghrébine actuellement en Occident, bien, vous partez avec 2 prises contre vous, notamment sur le milieu de travail. Ça, il faut le prendre en considération. Oui, c'est ça. Je vais laisser Excusez, il faut laisser la place aux autres. Question suivante, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais que vous reveniez sur le cas là, de l'Université de Montréal et les caricatures. Oui. Là, on parle du recteur de l'Université de Montréal, mais il me semble que ce cas n'a pas eu beaucoup d'écho. Pas suffisamment, je suis d'accord. Et pouvez-vous, ou avez-vous une idée des raisons pour lesquelles ce type de cas, et ce cas en particulier, a si peu d'écho? Bien, moi, ma lecture, en fait, pourquoi on n'en a pas parlé davantage, c'est parce qu'ils ont réglé rapidement après la diffusion de la problématique. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous que moi, je suis tombé en bas de ma chaise, en fait, parce que quand on regarde l'état actuel du droit sur la diffamation, il faut garder en tête que le droit à l'honneur et à la réputation, là, il faut le colorer en fonction de l'importance de la charge publique que vous occupez. Autrement formulé, les tribunaux reconnaissent que si vous êtes le premier ministre du Québec, par exemple, ben, il faut que vous ayez la peau pas mal plus épaisse en ce qui concerne les critiques qu'on va pouvoir faire à votre encontre sur la place publique parce que vous êtes le représentant élu de l'État, finalement. Alors, vous avez 2 chapeaux. Vous conservez bien sûr votre honneur et votre dignité, mais les critiques virulentes, vous devez assumer d'en recevoir plus qu'un kidam, par exemple. Oui, bonjour. Il y a plusieurs arrêts de la Cour suprême qui ont porté, comme l'arrêt Quickstraw, puis l'arrêt Watcott, puis etc., qui ont porté justement sur les limites de la liberté d'expression et l'usage notamment des médias sociaux, pas des médias sociaux, mais de différents moyens de communication, parce qu'à l'époque, c'était le téléphone, il y avait des messages téléphoniques qui étaient haineux à l'égard, qui étaient antisémites, en fait, à l'égard d'un groupe. Donc, ça a donné lieu à une interprétation des effets
discriminatoire sur un groupe en particulier. Et donc, est-ce qu'on peut interpréter la propagande haineuse dans ses effets potentiels sur un groupe identifiable, étant donné le caractère, par exemple, répétitif d'un même message qui serait diffusé par un quelconque moyen de communication? Oui, c'est pris en considération, c'est-à-dire que la preuve, elle est toujours les décisions en matière de droits fondamentaux, elles dépendent toujours du contexte. Et c'est pour ça que les décisions auxquelles vous faites référence, Kijkstra, également l'arrêt Zundel qui concernait la disposition qui interdisait la diffusion de fausses nouvelles, qui redevient d'actualité aujourd'hui. Est-ce que la décision serait la même aujourd'hui? C'est loin d'être certain parce que le contexte a évolué. Maintenant, le critère, lui, il n'a pas changé. Pour s'assurer justement que les individus puissent critiquer les religions, puissent critiquer de manière virulente, voire parfois dégoûtante, voire même dégradante les groupes en général, le critère, il est très sévère et vraiment, ça s'apparente à... Il faut qu'on soit... c'est même pas la prépondérance des probabilités parce que c'est le code criminel. Il faut faire la preuve hors de tout doute raisonnable qu'on est confronté à des propos qui constituent une incitation à la violence à l'égard des membres du groupe pour qu'on parle de propagande haineuse. En dessous de ça, je résume, là, mais en dessous de ça, on va accepter, on va tolérer ces propos-là. Étant entendu, bien sûr, que là, moi, ce dont je vous parle, c'est des balises juridiques, ce qui permet à l'État d'interdire, de sanctionner une personne. Mais évidemment, la liberté d'expression, ça vient avec la possibilité d'établir un contre-discours virulent pour critiquer des propos qu'on juge dégradants, dégoûtants, bien entendu. Et ce contre-discours-là est tout aussi protégé que l'autre discours. Une autre question? Bonjour. Concernant la motion M103, oui. La diffamation, l'incitation à la violence, l'incitation à la haine, étant déjà bien paramétrée par le Code criminel, j'aimerais connaître votre opinion et selon vous, est-ce que vous ne pensez pas que ça s'attaque directement à l'esprit critique des citoyens? Vous faites référence à la motion qui dénonce l'islamophobie? Exactement, qui est présentement débattue en comité parlementaire à Ottawa. Oui. Écoutez, moi, j'ai l'impression que l'objectif, j'ai suivi, c'est pas en détail là, les positions de ceux qui défendent cette motion-là, mais moi, j'ai l'impression que l'objectif est de reconnaître le désavantage systémique que subissent les membres des minorités religieuses, notamment la minorité ici musulmane au Canada et partout en Occident. Et ça, c'est documenté. Non, mais j'ai une deuxième portion à ma réponse. Maintenant, le terme islamophobie, là-dessus, il y a Frédéric Boily qui a laissé entendre qu'il n'était pas à l'aise avec le terme. Je le comprends, parce qu'on ne peut pas interpréter, c'est très très clair, les dispositions qui interdisent la discrimination comme interdisant la critique de toutes les religions, même la religion minoritaire. Bon. Alors, si on veut faire dire au terme islamophobie le fait qu'on ne peut pas critiquer l'islam, ça ne tient pas la route. Mais moi, il est clair que l'objectif derrière la motion n'est pas d'interdire la critique de l'islam. Alors, la controverse sur le terme islamophobie, je la comprends, mais ça ne me fait pas nécessairement m'opposer à la motion 103 parce que... C'est un des points de la motion, c'est d'empêcher, quell, en anglais, quell, ça veut dire empêcher toute critique. Faire taire les critiques, c'est ça. Faire taire les critiques. Moi, écoutez, encore une fois, moi, de l'extérieur. De l'extérieur, tu sais, je comprends qu'on puisse remettre en cause l'emploi du terme, mais maintenant, de l'extérieur, je vois mal comment, parce que c'est reconnu en droit canadien, la critique virulente de toutes les religions, même la religion musulmane, elle est intégrée, elle est reconnue à l'intérieur de la liberté d'expression, et je ne vois pas en quoi cette motion-là serait de nature à l'interdire. Vraiment, là, l'objectif est de reconnaître cette réalité-là, qui est indéniable, que les membres de la minorité qu'on peut assimiler à la minorité musulmane, elle subit des avantages systémiques actuellement en Occident, pas uniquement au Canada. Ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question à un certain moment, il faut arrêter. Il y a des études qui ont été démontrées que vous avez un nom à consonance maghrébine, on fait des études assez neutres, vous l'envoyez pour obtenir une entrevue, puis vos chances diminuent par un pourcentage effarant. Ça témoigne de quelque chose. Ce n'est pas une question de culpabiliser qui que ce soit, c'est simplement de prendre acte d'une réalité puis d'essayer ensemble de la corriger. Bon, on va prendre deux dernières questions. Deux personnes différentes, s'il vous plaît. Félicitations pour votre exposé, encore une fois. Quand vous parlez de liberté d'expression, vous faites le rapport avec l'institution au pouvoir, donc c'est très lié. S'il vous plaît, monsieur. Une compagnie privée, un exemple, on va prendre le Journal de Québec ou la presse ou peu importe, un journal, un média qui a un site Internet puis qui va écrire des articles
de l'opinion, qu'on dirait, puis ils ne permettent pas les commentaires. Est-ce que vous considérez que c'est de l'entrave à la liberté d'expression? Bien, la liberté d'expression n'implique pas nécessairement qu'on fournisse un porte-voix. Puis la liberté d'expression, comme tous les droits fondamentaux, de prime abord, à la base, ça interdit des gens d'empêcher le discours, en fait, de l'interdire, et non pas de le permettre sur différentes plateformes. Alors, dans ce sens-là, qu'une plateforme privée, qui n'est pas la seule plateforme sur laquelle on peut s'exprimer, décide pour différentes raisons, notamment peut-être la protection de la plateforme contre des potentiels commentaires diffamatoires, je ne pense pas qu'on va parler d'une atteinte à la liberté d'expression, parce qu'il y a d'autres manières de s'exprimer. Merci. Rien. Dernière question. Par rapport aux limites de la liberté d'expression, est-ce que les limites restreignent plus quelqu'un qui est en position de pouvoir? Par exemple, le premier ministre n'aurait pas le droit de dire certaines choses que quelqu'un qui n'a pas nécessairement une position de pouvoir aurait le droit de dire? Je vous dirais que ça va... Non, j'essaie de voir. Peut-être, si jamais on y va, qu'il y a des délits d'opinion dont on parlait, mais qui va être imputable au premier ministre. Là, ça va davantage influer sur le préjudice qui va être subi. Si, par exemple, le premier ministre m'attaque en disant que, je ne sais pas, moi aussi, on va reprendre l'exemple de Justin Trudeau, je suis un suppôt de Satan, ce qui est faux, par ailleurs. Donc, le fait que ce soit le premier ministre qui le dise, bien, nécessairement, l'impact à ma réputation va être plus grand. Fait que le dommage étant plus grand, les dommages que je pourrais réclamer devraient être plus grands, alors que si c'est vous, sur un réseau social où vous avez, je ne sais pas combien, peu importe, là, on va dire que vous avez 20 contacts sur ce réseau social-là, bien là, l'évaluation du préjudice va être moins importante pour moi. Merci. Merci. Nous allons prendre une brève pause.